information présentée ce soir par Michael Texier. Alors au sommaire, les baptêmes adultes se préparent pour Pâques. Oui, une trentaine de baptêmes adultes auront lieu dans le département. Ça sera exactement samedi. Rencontre avec une catéchumène sartoise. Elle sera baptisée en même temps que ses enfants. Grandeur et décadence. Retour sur les 10 années de présidence Le Garda au Mans FC. 10 ans, c'est l'âge du centre du matériel de la SNCF au Mans. Grâce à ses ingénieurs, la SNCF avait remporté le record du monde de vitesse en 2007. Et puis découverte du Chèvrefeuille, magasin de vente de produits locaux en zone nord du Mans. Il est géré par les agriculteurs. Ça marche et ça fait 20 ans que cela dure. Découvert dans ce journal donc. Et Pâques approche, ce sont les œufs, mais c'est aussi avant tout une fête religieuse. Effectivement, un moment privilégié, notamment pour entrer dans la communauté chrétienne quand on est adulte. Une trentaine de Sartois se feront baptiser samedi, ce qui place la Sarthe de tradition plutôt laïque au deuxième rang des départements de la région Pays de la Loire. Après plus d'un an de préparation, les catéchumènes se tiennent donc prêts. Rencontre avec l'une d'elles, elle est Mancelle, elle sera baptisée en même temps que ses enfants. Lucille Conté. Karine, 35 ans, est une catéchumène. Elle se fera baptiser ce week-end. Un choix mûrement réfléchi. Née d'un père musulman et d'une mère chrétienne, elle a tout de même suivi une éducation catholique. Mais aujourd'hui, il lui manque cette étape déterminante dans la vie d'un chrétien. J'ai grandi dans la foi chrétienne. C'était un désir que j'avais depuis longtemps. Donc j'avais déjà baptisé mes 3 aînés. Et donc, vu que c'était quelque chose que je leur enseignais, donc je voulais réaliser finalement ce que je n'avais pas fait plus jeune, parce que j'ai des parents qui sont de 2 confessions religieuses différentes. Depuis 1 an et demi, elle prépare ce sacrement avec le diocèse du Mans. Geneviève, son accompagnatrice, la guide par des lectures et des questionnements sur sa foi. Notre rôle, c'est pas d'être un professeur, c'est de cheminer avec la personne, cheminer avec elle. Donc je ne suis pas toute seule, on est un groupe et il y a un prêtre et puis deux autres laïcs. Et donc on chemine ensemble, c'est-à-dire que nous, c'est très important pour nous aussi ce rôle parce qu'on apprend aussi, ça nous apprend à partager notre foi. Qui va te renouveler, te faire renaître. Oui, la vie de ma vie d'avant, puisque c'est l'immersion totale. Donc... Voilà. Un baptême en immersion totale, cela signifie que Karine sera plongée dans l'eau, agenouillée dans une grande bassine. C'est ainsi que se pratiquaient les premiers baptêmes dans la religion chrétienne. Hop là. Mais la Mancelle ne fait pas cette démarche seule, puisque cette maman de 6 enfants fera aussi baptiser les 3 plus jeunes au même moment. Ange Christelle, 7 ans, Carlet, 19 mois et Haïley, le petit dernier, 3 mois. Et à l'occasion du week-end pascal, un mot de sécurité routière, puisque la préfecture prévient que chaque jour, 150 gendarmes seront déployés sur les routes du département afin d'assurer la sécurité des automobilistes. Et un mot maintenant du Mans FC, une journée sans révélation, le calme plat, une surprise aujourd'hui dans le feuilleton. Les négociations suivent cependant leur cours en coulisses. Oui, petit rappel, l'offre de Veolia sera présentée logiquement d'ici quelques jours au conseil d'administration du club. Par contre, aucune nouvelle du collège d'investisseurs que doit réunir Claude Hervé. Est-ce le signe de la frilosité des investisseurs locaux? Claude Hervé se refuse à tout commentaire. Aucun commentaire non plus de la part de Jean-François Roux. Son nom circule, vous le savez, pour prendre la succession de Henri Le Garda. Le président du Mans FC qui a accepté mercredi soir de laisser ses parts pour 1 euro symbolique au futur repreneur. Nous vous proposons un retour sur les 10 ans d'Henri Le Garda à la tête du Mans FC. Grandeur et décadence, un sujet de Yannick Morfin et d'Amoun Chamsoudine. Jusqu'alors président du conseil de surveillance, Henri Le Garda prend les rênes du club en juin 2003 au lendemain de l'accession en Ligue 1. La première année de l'équipe dans l'élite du foot français s'avère difficile. Les Manceaux ne parviennent pas à se maintenir. Pour un petit point, ils se retrouvent de nouveau en Ligue 2 pour la saison 2004-2005. Une petite saison seulement de purgatoire puisque le retour en Ligue 1 s'opère dès l'année suivante. Le MUC 72 connaît alors les 3 années les plus glorieuses de son existence. Henri Le Garda et Daniel Jean Dupeux réalisent alors de véritables coups sur le marché des transferts. Graffité, Matsui, Demelo, Romaric, Gervinho, Maïga, Cessignon ou encore Bacha
font véritablement vibrer les supporters manceaux, notamment ce soir de novembre 2005 où Le Mans bat Marseille 3-0. Bien ancrée en milieu de tableau de la Ligue 1, l'équipe sous la houlette de Frédéric Rantz durant 2 saisons, puis de Rudy Garcia, dispute 3 demi-finales consécutives de la Coupe de la Ligue, dont celle-ci perdue après prolongation 5-4 en février 2007 face à Lens. Le club profite de ces années fastes pour se doter de véritables structures professionnelles. Le centre administratif et sportif Dernier Cri est inauguré en juin 2008 et le nouveau stade, le MM Arena, dont la construction commence en août. Durant cet été 2008, Rudy Garcia quitte le club pour Lille. De nombreux joueurs partent également pour des clubs plus huppés. C'est le début de la descente aux enfers. Après un maintien difficilement acquis en 2009, le club redescend en Ligue 2 en 2010. Henri Le Garda prépare malgré tout les grands changements du club. Adieu le MUC 72, place au Mans FC. L'équipe fait son entrée dans son nouveau stade le 29 janvier 2011 et joue les premiers rôles du championnat de L2. Mais l'euphorie est de courte durée. Le club échoue hélas au pied du podium. Un échec cuisant, les premiers soucis financiers apparaissent. Le club entre alors dans une spirale infernale. Voyant sa masse salariale encadrée par la DNCG, le club doit se séparer de bon nombre de ses meilleurs joueurs. Les départs d'Echtad, de Corchia, de Lama pèsent lourd sur les résultats et l'équipe débute le championnat 2011-2012 par 3 défaites consécutives. Denis Sanko succède à Arnaud Cormier début 2012. L'équipe sauve sa peau in extremis en Ligue 2, d'autant que la DNCG se fait plus virulente. Elle décide dans un premier temps de reléguer le club en national. Henri Le Garda fait alors appel à ses actionnaires et aux collectivités locales et dépose un recours devant le Comité national olympique et sportif. Cela porte ses fruits, Le Mans est sauvé. Mais les ennuis financiers, eux, ne sont pas résolus pour autant. Fin février, la sonnette d'alarme est une nouvelle fois tirée par le président Le Garda, dans l'incapacité cette fois-ci de payer l'intégralité des salaires des joueurs. Le ras-le-bol se fait ressentir chez les supporters, mais aussi les politiques. Les jours d'Henri Le Garda à la présidence sont alors comptés. Et 10 ans, c'est aussi l'âge du centre d'ingénierie de matériel de la SNCF. Effectivement, un centre national implanté au Mans où 270 ingénieurs et techniciens conçoivent les rames du futur. La plus grande fierté de son directeur, le record mondial de vitesse obtenu en 2007. Un TGV avait roulé à l'époque à 574,8 km/h. Florent Clavel. 3 avril 2007. Le TGV établit un nouveau record du monde de vitesse. 574,8 km/h, la grande fierté du directeur du centre d'ingénierie du matériel de la SNCF. Ce record, personne ne l'aura repris, pas même les Chinois. Alors, même 6 ans après, la SNCF lui dit encore merci. Ça permet de faire connaître le savoir-faire ferroviaire de l'industrie française partout dans le monde. Et en même temps, ça nous permet de tester un certain nombre de composants sur des hautes vitesses, de voir leur comportement et ensuite de traduire ça, bien sûr, à des vitesses moindres sur nos propres matériels. 10 ans que le CIM existe au Mans, 270 ingénieurs et techniciens experts en technique ferroviaire. À leur disposition, les dernières technologies comme cette réalité virtuelle. Le constructeur va nous fournir un fichier 3D de ce qu'il conçoit comme organe et les experts vont l'étudier et essayer de déceler les problèmes bien avant que le matériel soit construit. Plusieurs millions, voire milliards d'euros en jeu. Parmi les clients du CIM, la SNCF bien sûr ou la RATP, mais aussi des constructeurs comme Alstom ou Bombardier. Leur critère de confiance numéro 1, la sécurité. On a validé la résistance du matériel en cas de collision contre un camion. On transporte 600 passagers par rame. On se doit quand même d'avoir des aménagements intérieurs, par exemple, qui ne soient pas agressifs pour les occupants. Matériel Regiolis, construit par la société Alstom. Et le matériel plus sûr, plus confortable, mais aussi moins énergivore. Les trains de demain, TER ou TGV, devront coûter moins cher à leurs exploitants. Quant au record du monde de vitesse, il n'est officiellement plus une priorité pour la SNCF. Enfin ça, ce serait dans un monde sans concurrence.
On verra bien, on va les laisser nous rejoindre et puis à ce moment-là, on y réfléchira avec les constructeurs pour peut-être franchir un nouveau cap. Et c'est un peu l'histoire du village d'Astérix que l'on va voir maintenant, Mickaël. Oui, une bande d'irréductibles sartois, agriculteurs sartois, qui ont décidé de créer un magasin pour vendre leurs produits locaux. Ils se sont installés à quelques encablures de l'immense zone commerciale au nord du Mans, adeptes des circuits courts et de la qualité. Il y a 20 ans que l'aventure a commencé pour eux, Laure Girard. Depuis 20 ans, Paulette se fournit au moins une fois par semaine au Chèvrefeuille, magasin de vente directe. Il y a la qualité, il y a l'accueil, voilà. Puis on sait ce que l'on mange, quoi. 20 ans que vous venez ici alors? Oui, 20 ans. De début, j'ai connu le début, c'était dans des cajots, il n'y avait pas tout ce rayon. Ah oui, ça a beaucoup progressé. L'aventure commence le 3 avril 1993 à l'initiative de 8 agriculteurs sartois, dont Jean-Claude, producteur de viande bovine et président du magasin. C'est de la vente directe. Il n'y a pas de facture entre le GIE et le producteur. En fait, moi je dis toujours, si vous volez un produit dans le magasin, vous ne volez pas le GIE, vous ne volez pas le Chèvrefeuille, vous volez le producteur. Aujourd'hui, 32 producteurs font partie du GIE, ou groupement d'intérêt économique. On retrouve Jean-Claude sur son exploitation. Les vaches sont nourries avec des aliments produits sur place, comme la farine de maïs humide. Et elles sont surtout au foin à la saison. Ici, pas d'agriculture bio, mais une charte de qualité suivie à la lettre pour faire partie du GIE Le Chèvrefeuille. Et au final, ça marche mieux qu'il ne l'espérait il y a 20 ans. Oui, bien sûr, il y a une plus-value. Il y a beaucoup de gens qui font de la cassette en bœuf. À la limite, à l'unité, c'est plus rentable qu'ici. Par contre, ici, la grosse différence, c'est que nous, on fait 3 bêtes tous les 4 ou 5 semaines et on a une continuité. Donc, on passe plus de bovins. D'accord, donc à l'année. Voilà, à l'année, c'est bien plus rentable, bien sûr. Oui. Une agriculture plus rentable pour le producteur et plus raisonnée pour un produit final au bon rapport qualité-prix. Probablement les raisons d'un succès. Voilà, et le 20e anniversaire sera fêté dans le magasin de Chèvrefeuille, donc du 3 au 13 avril. Et c'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo de Romuald de Besson. Et puis retour de l'information lundi à 18h30 en direct sur LMTV. Bonsoir.